Aujourd'hui, je le disais, on plonge au cœur de l'actualité politique française et on en discute avec 3 streamers Twitch, Emodem, Paduring et Daemon. Après la chute du gouvernement Barnier suite à une motion de censure historique, François Bayrou a pris la parole pour présenter son discours de politique générale ce mardi. Retraite, proportionnelle, cohésion sociale. Bayrou peut-il réussir là où Barnier a échoué? Dans ce contexte, que va faire la gauche? Beaucoup parlent déjà d'une possible trahison du PS. Se dirige-t-on vers la fin du NFP? Une gauche unie face à un gouvernement de droite, est-ce une utopie? Pendant ce temps-là, le RN savoure son nouveau rôle de faiseur de roi. Nous parlerons aussi avec nos amis streamers d'actualité internationale, avec l'accord de cessez-le-feu à Gaza annoncé ce mercredi par le président américain Joe Biden, une avancée durable ou une simple trêve. On discutera de tout ça en fin d'émission et on discutera également du futur président américain Donald Trump et de son ami Elon Musk, deux personnalités au cœur de l'actualité mondiale actuellement. Bonjour Madame Emodem et bonjour messieurs Daemon et Paduring. Merci d'être avec nous pour cette émission. On va essayer d'analyser, de débattre, de décortiquer, discuter en tout cas de l'actualité nationale et internationale. Ma première question, en fait, c'est d'abord de savoir si vous aviez suivi justement le discours de politique générale de François Bayrou et qu'en avez-vous pensé? Je vais commencer avec toi, Emo. Alors, le discours de Bayrou, le discours de politique générale pour la rentrée maintenant à l'Assemblée nationale, a été très déceptif. Moi, j'ai regardé les 1h30 en direct d'un coup comme ça, d'un bloc, sans forcément trop prendre de notes, mais surtout en parlant avec des amis. Et j'ai trouvé qu'on avait vachement, de plus en plus, alors bon, on l'a constaté depuis un petit moment maintenant, mais un espèce de glissement vers les éléments de langage et les préoccupations de l'extrême droite en parlant beaucoup des sujets qui leur tiennent à cœur, que ce soit la proportionnelle. On a eu un lourd passage sur l'immigration, notamment avec le terme de les indésirables pour parler encore de la question de Mayotte et pour parler des immigrés, mais aussi pour... Il y a eu un cas de figure, un exemple qu'il a pris sur... une famille qui emménage et on l'aide par humanité, mais si on en vient à limite grand remplacer la Savoie, on a totalement... On parlait de menacer l'identité d'un village des Pyrénées fictifs. Oui, voilà, c'est ça, genre une espèce de grand remplacement d'une région, etc. C'était vachement lunaire, moi j'ai trouvé, et ça fait peur, hein, la fascisation du pays. On aurait dit du bruit sorte-feu, effectivement. Justement, toi, Daemon, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Je comprends un peu la position qui consiste à dire qu'on n'en attendait rien, mais qu'on est quand même déçu. Je pense qu'il y a de toute façon rien à négocier avec ce gouvernement, d'où peut-être la position de la FI qui disait qu'est-ce que vous faites à Matignon, qu'est-ce que vous faites à Bercy. Au final, les petits points qui étaient soi-disant négociés par le PS, ils ont, alors je ne sais pas s'ils ont affecté la stupeur ou s'ils l'ont véritablement ressenti lors du discours de politique générale, mais force est de constater que ces points n'y étaient pas, que le mot qui revenait de toute l'union de la gauche, c'était que le compte n'y est pas. Et loin s'en faut, malgré les quelques timides tentatives de passer de 4000 à 2000 postes d'enseignants supprimés, le déremboursement de médicaments qui était annulé, prévu sous le gouvernement Barnier, on n'est même pas dans de l'aménagement là. Donc, mais est-ce qu'on attendait autre chose de ce gouvernement, étant donné que ce gouvernement, avant on disait qu'il fallait que tout change pour que tout reste le même, là les têtes ne changent même plus. Qu'est-ce qu'on en attendait vraiment ? C'est vrai. Et toi, Padu, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que, effectivement, comme Daemon, t'en attendais rien, mais t'es quand même déçu? Ouais, en fait, on voit clairement que Bayrou et la Macronie n'ont aucune solution et reproposent ce qu'ils proposent déjà depuis 7 ans, c'est-à-dire toujours plus de néolibéralisme, toujours plus d'essayer de faire moins de dépenses, de dire que le problème, c'est les impôts, c'est les charges, et puis donc d'avoir quelque chose qui est totalement rabougri au niveau de la politique sociale, alors qu'on pourrait penser... qu'avec la crise qu'on a, il faudrait une bifurcation, il faudrait avoir des nouvelles propositions, mais en fait, il n'en est rien. Et on a l'impression d'avoir des gens qui ne comprennent pas ça et année après année nous répètent les mêmes choses. En fait, ce discours-là, vous l'auriez mis il y a 7 ans, c'était la même chose. C'était la même chose. Alors peut-être moins fascisé, mais au niveau des politiques, c'était du pareil au même.
Maintenant, on peut se demander, effectivement, tu l'as un peu évoqué rapidement, Damon, on peut se demander que vont faire les partis de gauche suite à ce discours de Bayrou, censure ou pas. Le Parti socialiste est déjà vu par beaucoup comme de futurs traîtres. Écoutons déjà ce qu'a dit Arthur Delaporte, député PS du Calvados, et on en parle tous ensemble juste après. Nous, ce que nous demandons, ce qu'a demandé Boris Vallaud dans son discours, c'est un retour au Parlement. Si jamais ces négociations sociales n'aboutissent pas, il faut que le Parlement puisse se prononcer. Ce n'est pas le statu quo que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est véritablement la démocratie parlementaire et la démocratie sociale. Si on n'a ni l'un ni l'autre, derrière, ça sera un échec collectif. Oui, et il dit à la fois que l'âge de départ n'est pas gravé dans le marbre, mais en même temps que si les négociations n'aboutissent pas, l'âge de départ restera gravé dans le marbre. Donc vous voyez bien ici qu'il y a une contradiction dans les termes, et nous attendons du Premier ministre qu'il puisse y répondre, parce que quand Boris Vallaud dit s'il n'y a pas d'accord social, alors retour au Parlement, ce n'est pas alors pas d'accord du tout, et statu quo, et on continue d'envoyer les gens vers la retraite à 64 ans. Alors ça veut dire que nous nous positionnerons à partir des réponses que nous attendons sur les questions qui ont été posées, que ce soit sur les jours de carence, sur l'école, et on prendra en compte toutes ces données, toutes les réponses qui nous seront, je l'espère, apportées d'ici le vote de la motion de censure pour déterminer notre position. On vient d'entendre Arthur Delaporte, ça rejoint un peu ce qu'a dit Olivier Faure sur TF1, c'est-à-dire que tant que ils veulent voir ce que François Bayrou va faire sur la retraite pour savoir s'il vote la censure ou pas. Je vais commencer avec toi, Padu. Que penses-tu de cette position du Parti socialiste ? C'est très très intéressant parce que le Parti socialiste, tu as dit tout à l'heure, est-ce que c'est des futurs traîtres ? Moi je pense que c'est des gens qui veulent trahir. Mais à quel prix ? Ils peuvent pas vraiment trahir, ou ils se disent si on trahit aux prochaines élections, ça va être compliqué. Et ils sont dans cette position qui est très compliquée pour eux parce qu'ils veulent pas se retrouver inféodés à la France insoumise, c'est-à-dire devoir soutenir une candidature insoumise aux élections présidentielles. Mais à la fois, s'ils passent pour des traîtres pour rien, c'est-à-dire s'ils passent pour des gens qui ne votent pas la censure tout en obtenant rien ou presque, aux prochaines législatives, ça va être compliqué, d'autant plus que Mélenchon met la pression en disant que si ceux qui ne voteront pas la censure auront un candidat insoumis aux prochaines élections contre eux, ce qui veut sûrement dire qu'il n'y aura pas de réélection de certains députés du PS. Donc je pense qu'ils ont une position vraiment très très compliquée à jouer et que tous les choix sont mauvais pour eux, quoi. Et Modem, justement, est-ce que tu penses justement qu'ils vont certainement trahir LFI, la NFP, le PS, ou finalement ils vont essayer de trouver la moins pire des stratégies ? Trahir et PS dans la même phrase, j'ai l'impression qu'on est sur la même rengaine depuis des années et des années. Moi, j'ai 24 ans, je n'ai pas connu la politique sans ces deux mots ensemble. Mais alors, moi, je trouve la position du PS... là, cet après-midi, au niveau du vote de la motion de censure qui va être... En vrai, je comprends l'ambiguïté dans laquelle il se place, c'est-à-dire que, on sait déjà que la motion de censure a quasiment 99% de chances de ne pas passer, notamment puisque le RN annonce ne pas voter pour. Du coup, la position du PS n'est pas vraiment décisive. Que le PS vote avec le reste du NFP ou non, ça ne change pas vraiment le résultat. Et du coup, ça va vraiment clarifier où est-ce qu'il se situe. Donc, s'il préfère rester avec le reste de la France insoumise, les écolos et les communistes dans le NFP et voter ensemble d'une même voix, ou s'ils vont décider de s'allier un peu plus clairement avec la Macronie. Ce qui se passe, c'est que moi, je trouve vraiment, si c'est le cas, ils ne se vendent vraiment pour pas très cher. On a eu du coup cette rumeur de la retraite pour revenir sur une retraite à points qui n'était même pas demandée par les gens qui votent pour le nouveau Front populaire de base. C'est-à-dire vraiment, on a le PS qui se fait élire sur un programme très proche de celui de l'Avenir en commun, donc le programme de la France insoumise, pour au final ne donner aucun gage à ses électeurs. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Et, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire pour le coup. Oui, mais honnêtement, si peut-être se redonner des lettres de noblesse, on est la social-démocratie qui accepte le dialogue et le compromis avec Macron qui lui-même n'accepte aucun dialogue et aucun compromis. Mais quitte à faire ça, fallait faire élire des ministres, non ? Tu vois, fallait le faire avant en fait. Je sais pas. Mais du coup, il y a vraiment ce truc. Et en plus, donc le deuxième son de cloche qu'on a, ça serait... revenir et mettre en gel la question des enseignants et des postes qui étaient supprimés dans l'éducation nationale. Et encore là, dans le discours de politique générale de Barnier, ça n'a même pas été évoqué.
on a eu très peu de mots de Bayrou, pardon. Oui, bon, pour moi maintenant lapsus révélateur. Oui. c'est au niveau de ça, on n'a même pas eu un seul mot sur l'éducation, enfin pas vraiment de mots là-dessus sur concret, alors que lui-même avait été ministre de l'éducation 3 fois, on le rappelle, mais je trouve ça assez étonnant, quoi. Et toi, Damon, justement, que penses-tu de cette position du PS? J'ai vu que tu avais également réagi il y a quelques jours au passage d'Olivier Faure sur TF1. Donc, dis-moi un peu ce que tu penses de tout ça. Ils sont un peu de toute façon à la croisée des chemins. Est-ce qu'on veut être un parti dit de gouvernement, mais qui génère un rejet à peu près unanime, ou est-ce qu'on veut incarner quand même une sorte de rupture, même très molle, par rapport à la continuité qu'on nous resserre gouvernement après gouvernement, même après des motions de censure? Donc la croisée des chemins, pour moi, c'est qu'ils ont le choix entre la trahison telle qu'on l'évoquait, donc une sorte de soutien sans participation bizarre à ce gouvernement, mais en tout cas un accord de non-censure. Ils ont le choix de censurer, donc de rester cohérent avec la ligne du NFP. Ils peuvent se contenter un peu d'un entre-deux de faux points, mais in fine, là, dans ce soi-disant conclave, déjà pourquoi ce vocabulaire religieux par rapport à un problème très budgétaire, se contenter de faux points, sachant que dans ce conclave, il y aura un veto du patronat, ce sera les syndicats contre le patronat. On ne s'attend pas à ce que quoi que ce soit change, on ne s'attend pas à ce que le texte évolue favorablement. Où il y a encore un autre scénario, quoi qu'improbable, c'est un schisme du PS entre la ligne hollandiste qui veut continuer, encore aujourd'hui, encore ce matin, je voyais dans Le Monde que Hollande, pour l'instant, ne voulait pas, il voulait attendre 15 jours avant d'éventuellement censurer le gouvernement sur la présentation du budget, ou peut-être l'aile gauche du PS, alors qu'il était censé incarner fort, même si on voit qu'il a beaucoup de mal pour se faire. Et du coup, je ne sais pas, peut-être rejoindre GDR, peut-être au niveau parlementaire, une redistribution des cartes. Alors, j'attends pas ce genre de scénario, mais peut-être que c'est celui que j'espérerais le plus. En tout cas, pour le LFI, hein, les choses sont claires. Ils ont déjà déposé une motion de censure. On va écouter Éric Coquerel, député LFI donc de Seine-Saint-Denis, et après, on en discute. On n'a pas été élu pour accompagner le macronisme. Bon, et là, on voit bien que ce que nous propose M. Bayrou, c'est la poursuite de la même politique. Il n'y a rien eu, rien. On murmurait, par exemple, qu'elle allait peut-être avoir un peu moins d'enseignants supprimés. Il n'y a pas eu un mot là-dessus. Donc, il n'y a plus rien à se raccrocher de concret dans ce qu'a dit M. Bayrou. Donc, à partir de là, je ne vois pas comment le Parti socialiste ne vote pas la censure. Bon, après, ça va les regarder. Hein, je veux dire, y compris, je pense qu'ils auront du mal, je crois, à l'avenir avec les électeurs si ils se maintiennent dans cette position. Mais moi, pour l'instant, je suis dans une position où je souhaite qu'ils votent la censure, donc je n'ai pas envie d'avoir des mots définitifs. Je souhaite qu'ils reviennent à la raison. Donc on l'entend, hein, pour Éric Coquerel, il espère que les socialistes reviendront à la raison. Et à la maison. Le NFP, selon toi, Damon, va-t-il pouvoir tenir sur la longueur, en fait? Ou sinon c'est une alliance créée un peu à la dernière minute qui est vouée forcément à prendre fin avant même la prochaine présidentielle? Peut-être qu'en se posant cette question, finalement, on ne se pose pas la question la plus pertinente. Est-ce qu'il est même souhaitable que cette prétendue union de la gauche continue d'exister, une union de la gauche qui irait, puisque normalement dans les législatives, il s'était présenté à Carcassonne, de Poutou à Hollande, est-ce que ça ne serait-ce qu'un sens? On voit que dans la pratique, c'est pas le cas. Donc moi, je suis favorable à une union de la gauche, mais une union de la gauche qui est cohérente et d'accord sur un programme et qui n'est pas prête à partir, à diverger de ce programme, quitte à faire de temps en temps un véritable tête-à-queue programmatique. Donc, je n'ai pas l'impression que cette union puisse perdurer en l'état. Est-ce qu'une autre union de la gauche n'est pas préférable? Peut-être. Alors après, le PS n'a pas vraiment d'intérêt à ne pas censurer immédiatement, étant donné que de toute façon, cette motion de censure n'aboutirait pas sans les voix du RN et qu'ils n'ont pour le moment pas envie de la voter. La seule chose que ça changerait, c'est qu'ils auraient pu, alors eux le présentent comme ça, le PS qui hésite, on aurait pu d'accord de non-censure pour négocier de prochaines choses avec le gouvernement. Mais j'en reviens au point où il n'y a rien à négocier. Padu, justement, sur cette même question du NFP, de cette alliance, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement, comme le dit Damon, est-ce que cette alliance allant de Philippe Poutou à François Hollande, est-ce que dès le départ, de toute façon, elle ne pouvait pas durer et elle n'a même pas de sens en réalité si on parle en termes de politique? Clairement, ça pour le coup, j'en parle depuis un certain temps sur la chaîne, notamment
Ceux que ça intéresse, je fais un peu ma pub, mais on a fait quelque chose. On a Tu fait un peux graphique, faire en ta fait. pub, pas de problème. Non, mais on a fait un graphique avec le Média Position Revue, avec une analyse marxiste en fait des différentes classes sociales et ce qu'elles votent actuellement en France. Et on voit très bien que le vote Roussel, le vote ELV, le vote PS ne touche pas les mêmes personnes de manière tendancielle, hein, parce qu'évidemment tout le monde peut avoir tout le monde qui vote pour eux, mais de manière tendancielle ne touche pas les mêmes classes sociales exactement que le vote Mélenchon. Mélenchon est plus en guerre contre Le Pen sur des gens qui gagnent un petit peu moins d'argent, des gens qui sont un petit peu moins hauts dans l'échelle de qualification sociale, alors que le PS, ELV et le PCF sont plus sur des gens qui gagnent un petit peu plus, qui sont des classes intermédiaires, supérieures, progressistes. Et donc on a vraiment deux pôles. Et le problème, c'est que quand on fait l'alliance des deux pôles, eh ben, on perd à la fois des gens qui sont plus des classes supérieures, qui trouve un peu Mélenchon qui parle trop fort, que Mélenchon il est trop violent, que quand même ça va trop loin avec Rima Hassan sur Gaza ou des choses comme ça. Et puis inversement, il y a des gens qui voteraient bien pour Mélenchon, mais qui trouvent que quand même ELV et le PS, c'est des traîtres, que c'est des bobos qui sont déconnectés, on va dire, des intérêts des gens qui gagnent le SMIC, on va dire, et donc qui ne vont pas voter pour une alliance comme ça. Et donc je pense que ça n'a même pas d'intérêt autre que aux européennes, parce que aux européennes, étant donné que c'est une proportionnelle, c'est un peu différent, donc il y a un intérêt à faire une alliance, mais dans des élections qui sont à deux tours, ça n'a pas d'intérêt d'avoir cette alliance. C'est mieux d'avoir un candidat, par exemple, qui serait un candidat pour ELV et le PS, et puis un candidat pour le pôle FI, avec le PCF qui a un statut bizarre parce que le PCF a un programme proche de la FI mais vise des populations comme celle de ELV et du PS. Donc eux, ils ont une position un peu incohérente. Mais bref, c'est mieux d'avoir... Ça ne fonctionne pas trop d'ailleurs. Qui fonctionne pas trop du coup, oui, parce qu'ils visent pas les bonnes personnes par rapport à leur programme. Mais ce serait plus intéressant d'avoir deux candidatures différentes, notamment parce que ça créerait un débat à gauche, et au lieu d'avoir la gauche déjà qualifiée et de se dire contre quelle droite va être la gauche au second tour, on aurait l'inverse, on se dirait contre qui va être Bardella. Bardella va-t-il être contre un Glucksmann, il va être contre un Hollande, donc c'est-à-dire contre une espèce de social-démocrate un peu mou, ou alors il va être contre Mathilde Panot, contre Mélenchon, contre Bompard, auquel cas on n'a pas la même opposition. Donc il y aurait une guerre des deux gauches, et au deuxième tour pourrait y avoir une alliance qui ferait plus que l'alliance de départ qui dégoûterait peut-être certains électeurs, quoi. Surtout quand on voit où tu places l'abstention sur ton graphique qui est juste en dessous de Mélenchon, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais Mélenchon, il se bat contre le RN et contre l'abstention, ce qui n'est pas du tout le cas de Marie Toussaint. Elle ne se bat pas contre l'abstention et contre le RN. Elle se bat contre Macron, elle se bat contre... c'est pas la même population, c'est des gens qui votent beaucoup plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que les européennes sont très défavorables à la France insoumise, parce que les gens qui votent France insoumise ont tendance des fois à ne pas voter, quoi. Et toi, Emo, justement, sur cette même question-là, est-ce que ces divisions, entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs, c'est des divisions au sein du NFP, ça affaiblit plutôt la gauche, ou au contraire, en fait, ça montre la diversité des gens de gauche, et que, un peu comme ce que disait à l'instant Padu, il faudrait justement que les choses soient encore plus claires, histoire que les gens de gauche sachent rapidement pour qui ils peuvent voter face à soit Le Pen, soit Macron. Enfin, ce ne sera pas Macron en 2027, mais voilà. J'espère. Déjà, je trouve que ce qui est encore important à vraiment noter et à voir, le message que renvoie le fait que le PS cherche autant à se dissocier du reste du NFP, notamment sûrement sur la motion de censure cet après-midi, c'est aussi le fait que ça légitime le coup de force que fait Macron au niveau du résultat des élections législatives. C'est-à-dire qu'on accepte, de facto, le PS accepte qu'il y ait une espèce de légitimité au fait que Macron décide d'ignorer un peu le résultat des législatives et de ne pas nommer un Premier ministre de gauche, ne serait-ce que pour essayer. Et je trouve vraiment ça... Il faudrait refuser en bloc les négociations. Moi, je suis vraiment sur cette idée de... En fait, déjà, aller voir Macron en décidant de mettre un programme au rabais, dire d'accord, au final, on est prêt à négocier sur tel point, et dire au final qu'il y a des points du programme qui ne sont pas si importants. C'est vraiment concéder ça en première instance. C'était déjà dans ce que disait Ruffin, d'ailleurs, à l'époque. Oui, c'est vraiment, je trouve, aller contre toute idée de politique de gauche. Enfin, j'ai du mal à comprendre encore pourquoi... alors, bien évidemment, je comprends le fait de faire une alliance devant des échéances aussi proches qu'ont été celles des législatives, qui n'étaient pas du tout préparées avec la montée du RN, etc. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais
continuer aujourd'hui de faire comme s'il y avait une cohérence entre les lignes directrices et programmatiques du PS et celles de partis comme la France Insoumise ou d'autres partis, comme l'a dit Daimon avec Poutou, avec le LPA anticapitaliste. Enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre comment le parti d'Hollande, qui, même si on a quelques éléments avec Faure notamment, qui représente toujours la ligne la plus forte du PS, cherche à se dissocier de l'image qu'Hollande a et de ce que Hollande a laissé en politique, aime quand même bien s'entarguer tous les 4 matins de dire oui, mais nous, on a été au pouvoir en 2012, etc. Enfin, il y a un double discours vraiment si peu clair là-dessus qui... Moi, je ne comprends pas ce qu'on fait encore avec le PS et ce que la gauche en soi, hein, quand je dis on, je parle de la gauche en soi, fait encore avec le PS. Est-ce qu'on ne paye pas de toute façon cette incohérence programmatique, tu vois, cette alliance un peu forcée, est-ce qu'on ne paye pas finalement dans les urnes, en fait, in fine, alors qu'on se dit que si on aligne une seule candidature à gauche, on augmente ses chances. Bon, on voit que dans la pratique, tu as un macrono-le pénisme qui est à peu près d'accord sur tout, qui envoie des candidats différents et ça ne les fait pas baisser dans les urnes. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie? Le message et l'image de Hollande est un député du Nouveau Front Populaire. François Hollande, le président de 2012 à 2017 et tout son bilan catastrophique, pardon, hein, mais est actuellement un représentant du NFP. Du coup, tout ce qui s'est passé sous Hollande, on a un peu ce discours qui se crée autour de c'est le NFP, regardez, c'était quand même vous avez accepté qu'Hollande soit dans vos rangs et c'est sa réforme, l'ancienne réforme, la loi au travail, ce genre de choses, quoi. Du coup, on ne peut pas avoir une position cohérente sur la réforme parce que dès qu'on parle de la réforme Touraine, le PS se bouche les oreilles, il ne veut plus rien entendre. Parce que je me permets de rebondir justement sur ce que vous dites là et justement sur ce qu'a dit Padu sur l'analyse des votants et autres. À gauche, est-ce que finalement la figure de Jean-Luc Mélenchon, elle n'est pas trop clivante même pour des gens de gauche? Et est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, hein, j'imagine, j'aimerais avoir votre point de vue, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être cette figure de gauche réelle, qui pourrait un peu plus rassembler, être plus rassembleur et moins clivant que Jean-Luc Mélenchon, ou Jean-Luc Mélenchon reste quand même malgré tout, encore aujourd'hui, le candidat naturel de la gauche pour les futures élections? Je vous pose la question. Il reste pour l'instant hégémonique, mais après, moi je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'une Clémence Guettet ou un Manuel Bompard, qui sont exactement pareils sur la ligne, mais qui font peut-être moins peur sur un plateau télé face à des journalistes, voilà, donc ça reste cohérent sur la ligne tout en faisant peut-être un petit peu moins peur. Peut-être que c'est une meilleure stratégie. Est-ce qu'ils sont vraiment mûrs pour ça? Est-ce qu'ils ont l'expérience politique qu'a accumulé Jean-Luc Mélenchon? Ça, c'est une autre question. Moi, je suis pas persuadé, tu vois, que... En fait, je suis d'accord avec toi, Clémence Guettet, sur un plateau ou pour débattre contre des gens qui sont d'une certaine classe sociale, ça peut le faire. Par contre, pour sortir des gens de l'abstention. En fait, la radicalité, elle fait sortir des gens qui, justement, ne votaient pas en disant tous pourris, tu vois. Et quand tu arrives et que tu es Jean-Luc Mélenchon et que tu es le premier, enfin pas le premier, mais le premier grand dirigeant politique à dénoncer le génocide à Gaza, à pas trembler, à prendre avec toi Rima Hassan et tout, en fait, ça veut dire quelque chose et ça fait sortir des gens de l'abstention. Et je pense que c'est important quand même d'avoir ça dans la France insoumise et peut-être que c'est ce qui peut faire passer un premier tour. Et une fois qu'il y a un premier tour qui est gagné, les gens sont bien obligés de se ranger derrière le candidat de la gauche. Et c'est pour ça, moi, que je dis que au moins 2 candidats à gauche, c'est pas mal. Faire choisir les gens, le peuple de gauche, entre la radicalité et pas de radicalité. Si c'est Glucksmann qui gagne, on se sera peut-être trompé. Mais si c'est Mélenchon qui gagne, Glucksmann, entre Mélenchon et Bardella, il sera obligé d'appeler à voter Mélenchon. Et malgré tout, il ira mettre son bulletin Mélenchon. Et en fait, on aura une alliance qui sera beaucoup plus large que si on avait joué au centre au premier tour en disant Ruffin, il va pas aller chercher des gens dans l'abstention qui votaient pas depuis 20 ans et qui sont des quartiers populaires, par exemple. Honnêtement, je trouve que la question du non majoritaire et du non de la tête de qui va y aller, etc. en 2027 n'est pas forcément le plus important dans cette question. Honnêtement, moi aussi, je préfère que ça soit un Mélenchon, etc. Qu'un Ruffin. Mais je trouve que la vraie question actuellement, c'est pas celle du non, mais celle du programme. Moi, j'ai l'impression que c'est une gauche un peu radicale et de rupture qui est beaucoup plus représentée par les Insoumis. Donc moi, je pense que la vraie question, elle se pose pas de qui va entre Mélenchon ou quelqu'un de plus mou, mais plutôt est-ce qu'on
Enfin, pour moi, s'il y a un nom qui doit ressortir, il y a forcément un nom insoumis ou encore plus à gauche si c'est possible. Mais pour l'instant, on est plus sur les insoumis. Et c'est la vraie question qui se pose, c'est la question de la stratégie et de la radicalité. Et si on oppose une ligne, on va dire Mélenchon, donc qui se veut plus radical, notamment sur les questions comme Gaza ou la réforme des retraites, etc. Ou celui qui actuellement, on va dire, symbolise le plus cette ligne, ça va être Ruffin. Pour moi, c'est qui on vise et quelle radicalité on a. Et il y a vraiment quelque chose qui, j'ai l'impression, n'est pas assez pointé du doigt dans la stratégie de Ruffin, c'est qu'elle se base uniquement sur gagner au second tour. Et le fait que, oui, Ruffin, peut-être qu'il a plus de chances dans un second tour face à quelqu'un qui représenterait Macron que Mélenchon. Voilà, c'est ça. Il faut arriver au second tour. Et je suis désolée, mais une stratégie comme Ruffin qui va peut-être plus gagner et plus avoir le vote des macronistes avec lui face au RN, bah oui, mais au premier tour, il ne va pas réussir à battre Macron. Dans la salle, il bat tout le monde au second tour, hein, mais il n'est pas au second tour. Justement, en parlant du RN, je voudrais juste vous passer un petit extrait de Sébastien Chenu, justement député du Nord du RN, donc son parti justement ne votera pas la censure. On l'écoute. Nous n'avons évidemment pas été convaincus par ce discours, mais comme nous sommes rarement convaincus par les paroles que nous délivre la Macronie. C'était un discours qui manquait de souffle, qui manque d'ambition, qui passe à côté de ses objectifs, qui est très éloigné des attentes des Français. Maintenant, nous, on censure sur des actes. Donc on verra les actes budgétaires de ce gouvernement. On verra ce qu'il réserve aux Français. Donc on ne censurera pas immédiatement parce qu'on n'est que sur du sable, on n'est que sur du verbe. Mais il est évident que François Bayrou a manqué son objectif. Il n'y a rien d'ambitieux, il n'y a rien de courageux. Il ne s'attaque pas aux grands chantiers qui nécessiteraient la mobilisation de l'État. Et le reste, c'est un discours soporifique, ennuyeux, pas au niveau de ce qu'on peut attendre pour notre pays. Donc on vient d'entendre Sébastien Chenu, député RN du Nord, qui finalement dit que François Bayrou a un discours ennuyeux et qui n'est pas à la hauteur de ce que peut attendre le pays. Et pourtant, Bayrou leur a fait au Rassemblement national des vrais appels du pied, notamment en parlant de la proportionnelle. On parlait tout à l'heure à l'instant d'élection. Est-ce que vous pensez que justement la proportionnelle, c'est quelque chose qui va profiter forcément au RN ou pas d'ailleurs? Est-ce que ça peut profiter à d'autres partis? Ce qui est certain, c'est que le RN la demande depuis longtemps. Alors après, est-ce que ça leur profiterait seulement à eux aussi dans quelle typologie de proportionnelle, est-ce qu'elle est intégrale ou pas? On voit aussi, ceci dit, c'est pas le sujet sur lequel Bayrou s'est le plus renié, puisque je crois qu'il a toujours été en faveur pour les législatives d'une forme de proportionnelle. Par contre, il n'a rien à gagner dans une alliance avec le Rassemblement national, étant donné que s'il ne cède pas leurs exigences, il sera censuré. Et à la seconde, où le RN estime que c'est bon, il a cédé sur la plupart des points, ils le censureront aussi comme Barnier. Donc dans tous les cas, le RN à un moment censurera Bayrou. Et est-ce qu'on veut se déshonorer d'ici là? Et jusqu'à quel point? Pas du... La question de la proportionnelle, je trouve ça super intéressant parce que, en fait, ça arrive à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la proportionnelle, quand le centre faisait 60%, tu vois, il y a 30 ans, ils n'avaient pas besoin de la proportionnelle, ils étaient toujours majoritaires. Et maintenant que le centre est en train de se faire bouffer et qu'il y a la naissance de deux grands pôles, un pôle à droite et un pôle à gauche, là, ils disent « Ah oui, mais on est pour la proportionnelle. » C'est sûr, quand on fait 14% aux élections, on est pour la proportionnelle. Quand on fait 35%, on n'est pas pour la proportionnelle. Et donc, on voit que le centre nous propose la proportionnelle quand il est en train de mourir pour essayer de se sauver. Et c'est assez intéressant. D'ailleurs, la proportionnelle, ça désavantage les gens qui ont des bastions, c'est-à-dire la France insoumise qui ont des bastions dans les quartiers populaires et le RN qui ont des bastions dans le nord et puis dans le sud-est. Ça les désavantage parce que dans ces endroits-là, ils font facilement, en fait, limite au premier tour, et dire des gens. Par contre, ça avantage les petits partis de centre, des trucs comme Place Publique. Si tu mets une proportionnelle et que tu dis toutes les personnes qui ont plus de 3 ou 4% vont avoir minimum, je sais pas, 3 ou 4 députés, eh ben, des places publiques, le Parti socialiste, plein de partis, même le MoDem et tout, ils vont pouvoir avoir des députés et ça va même faire chuter le nombre de députés de quelqu'un qui aurait 15%, tu vois. C'est mieux d'avoir 3 fois 5% dans un système proportionnel où on dit il faut minimum 4%, que d'avoir une fois 15%. Et donc ça avantage aussi les petits partis centristes, centre-droit, centre-gauche. Et donc je pense qu'ils ont très bien compris ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant qu'ils sont en train de perdre le pouvoir majoritaire, ils vont essayer peut-être de gouverner avec plein de petits partis de centre et de faire chier les gens qui ont des votes qui sont très forts dans certains endroits avec des gros bastions, quoi. Et toi, Emo, sur cette question du RN, de la proportionnelle?
Moi, sur la question de la proportionnelle, j'avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi le débat revient actuellement, en sachant que la prochaine grosse échéance, même si on a les municipales en 2026, c'est les présidentielles. Et j'ai l'impression que cette présidentielle va vraiment catalyser beaucoup de questions et d'angles que va prendre la politique globale du pays d'ici là. Et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les législatives deviennent autant un sujet, sachant que moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas que Macron va forcément redissoudre l'Assemblée nationale cette année et que les prochaines législatives ne sont pas dans si peu de temps. Et j'ai un peu l'impression que Bayrou, d'accord, donne un peu cette idée pour faire du pied à l'extrême droite, mais que ce n'est pas forcément les sujets qui vont réussir à les décider sur est-ce qu'il y a une motion de censure ou non, puisque pour moi, le RN est vachement dans la posture et dans les déclarations pour un peu coller à ce qu'ils vendent à leur électorat, notamment le fait que la réforme des retraites, ça leur tient à cœur de l'abroger, alors qu'on a très bien vu pendant les débats des législatives que Bardella ne maîtrise pas le sujet, que le RN peuvent changer d'idée sur la retraite du jour au lendemain. On avait notamment entendu pendant les européennes une déclaration lunaire où il parlait d'une retraite à 66 ou 67 ans pour certaines personnes. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre si c'est vraiment un enjeu majeur encore actuellement pour le RN, puisque leur but, là, c'est de gagner les présidentielles pour imposer des choses. J'ai du mal à comprendre aussi, mais... Très bien. En tout cas, merci à tous les trois.